Dans cet exercice, le 139, un CP majeur de 2017, on s'intéresse à un espace vectoriel de dimension n, et on prend S une symétrie vectorielle distincte de identité et moins identité. Et on définit un endomorphisme sur L de E par phi de f égale 1 demi de S rond f plus f rond s. D'abord, on vous demande du coup de montrer que phi est un endomorphisme de L de E, calculer phi de identité et phi de S, bon, on le fera sans trop de soucis. Ensuite, on demande une relation entre E et les sous-espaces propres E1 et E-1 de S. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement au passé du cours. On sait que comme S est une symétrie vectorielle, on a ker de S moins identité et ker de S plus identité, qui sont des supplémentaires dans E. Et donc E, c'est la somme directe de ces deux sous-espaces propres, E1 et E-1. Donc si vous voulez plus de détails, bien sûr, il faudra aller voir votre cours, mais c'est direct ici. Ensuite, on vous demande de démontrer une équivalence pour l'appartenance à ker phi. Quand on prend un vecteur propre de phi associé à une valeur propre lambda, on vous demande, si x est dans E1 ou si x est dans E-1, de donner une relation entre f de x et s rond f de x. Enfin, on vous demande de démontrer qu'il existe un endomorphisme non nul de E, tel que on est ça. Donc, on verra comment le construire. Et dernière question, montrer que les valeurs propres de phi sont 0, 1 et moins 1. Pour ces deux dernières questions, on étudiera deux méthodes, une méthode complètement vectorielle et une méthode complètement matricielle, qui conduisent à des résultats, bon, heureusement les mêmes résultats, mais on verra que la méthode matricielle permet d'aller un petit peu plus loin, de manière finalement assez agréable. Donc, remarquons déjà que comme S est une symétrie vectorielle, par définition d'une symétrie vectorielle, on a S carré égale identité, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sous-espaces ker S moins identité et ker S plus identité sont supplémentaires dans E. Donc première question, montrer que phi est un endomorphisme. Donc on prend deux endomorphismes de L de E, un lambda dans R, et on calcule phi de lambda f plus g. Et donc on développe, on regroupe les lambdas ensemble, et on tombe naturellement sur lambda phi de f plus phi de g. De plus, il est clair que quand on regarde phi de f par composé d'endomorphisme de E, ça va être S rond f et f rond s seront des endomorphismes de E. Et comme L2 est un sous-espace vectoriel, il est stable par addition ou combinaison linéaire. Donc phi de f sera dans L2, c'est assez clair ici. Donc phi est bien un endomorphisme de L2. Ensuite, on demande de calculer phi de identité, mais quand on remplace f par l'identité, ça fera un demi de s plus s, donc s. Puis calculer phi de s, mais pareil, s rond s plus s rond s. Et comme s rond s égale identité, on va obtenir un demi de deux identités, donc identité. Donc pas de problème pour ces calculs-là. Ensuite, on vous demande de démontrer que, alors la deuxième question, j'y reviens pas parce que c'est une question de cours, que f est dans ker phi si seulement si f de E1 est inclus dans E-1 et f de E-1 est inclus dans E1. Donc dans cette question, on va le faire par double implication. Donc on suppose dans un premier temps que f est dans ker phi. Donc on a phi de f égale 0, c'est-à-dire s rond f égale moins f rond s. Et donc on veut démontrer que f de E1 est inclus dans E-1. Donc on va prendre un x dans E1, et on veut démontrer que f de x est dans E-1, c'est-à-dire que s de f de x égale moins f de x. Donc pour ça, on va calculer s de f de x. On va se servir de la relation qu'on a au-dessus, donc ça fait moins f de s de x. Comme x est dans E1, ce s de x à l'intérieur est égal à x, et donc on tombe directement sur moins f de x. Donc comme s de f de x égale moins f de x, on obtient bien que f de x est dans E-1. Donc on a bien la première inclusion. Et après, de même, on veut faire pour E-1, donc on va prendre cette fois-ci un x dans E-1. Et quand on va calculer s de f de x, de la même manière, cette fois-ci s de x sera égal à moins x. Et comme f est linéaire, on va pouvoir sortir le moins, et donc ça fera plus f de x. Et donc on a s de f de x égale f de x, donc f de x appartient à E1. Et on a la deuxième inclusion. Donc maintenant pour la réciproque, on va supposer cette fois-ci que f de E1 est inclus dans E-1 et que f de E-1 est inclus dans E1. Donc pour faire ça, il y a différentes méthodes. Donc une première méthode consiste à se rendre compte que si x est dans E1, f de x appartient à E-1 d'après cette première condition-là. Et donc s de f de x, ça fait moins f de x. Et ce x-là, à l'intérieur, je peux le remplacer par s de x parce que mon x est dans E1. Donc j'obtiens, si x est dans E1, s rond f de x égale moins f rond s de x.
Maintenant, si x est dans E-1, même chose, f de x est dans E1, donc S de f de x égale f de x. Et comme mon x est dans E-1, ce x là, ça va être moins S de x, et le moins on peut le sortir. Donc là, j'ai écrit un petit peu différemment, j'ai fait apparaître le moins x volontairement. Mais quoi qu'il en soit, on retombe encore une fois sur moins f de S de x. Donc dans les deux cas, finalement, que x soit dans E1 ou dans E-1, on a S rond f de x égale moins f rond s de x. Donc du coup, ces deux applications-là, S rond f et moins f rond s, coïncident sur E1 et sur E-1, et ce sont des sous-espaces supplémentaires de E, donc elles sont égales. Alors pour ceux qui ne sont pas complètement convaincus, vous savez que si on prend une base du coup de E1 et de E-1, qu'on les colle, on obtient une base de E. Et du coup, d'après ce qu'on a dit, S rond f et moins f rond s vont coïncider sur la base de E1 qu'on a choisi, sur la base de E-1 qu'on a choisi, et donc finalement sur la base de E qu'on a choisi. Et on a vu que quand deux applications linéaires coïncident sur une base de E, elles sont égales. Bon, alors la deuxième méthode, c'est une méthode qui va utiliser la somme directe qu'on a fait apparaître dans la question 2. Donc on va prendre un x dans E, quelconque, et on va le décomposer sous la forme y plus z, où y est dans E1 et z est dans E-1. Et on va calculer s de f de x. Donc c'est s de f de y plus z par linéarité, puis encore une fois par linéarité on obtient ça. Et f de y par hypothèse, c'est l'image d'un élément de 1, donc f de y est dans E-1, donc s de f de y c'est moins f de y. Pareil, z est dans E-1, donc f de z appartient à E1, donc s de f de z égale f de z. Et ces deux objets-là, on va les regrouper encore une fois par linéarité de f, donc ça me fait f de z moins y. Mais mon z est dans E-1, donc ce z-là c'est moins s de z. Y est dans E1, donc y c'est s de y. Et donc finalement, on voit ici les moins, on peut les sortir, toujours par linéarité. Et toujours par linéarité, on va pouvoir regrouper s de z plus s de y, s de y plus z. Et comme y plus z est égal à x, on retombe à moins f de s de x. Donc du coup, on a démontré que pour tout x dans E, s rond f de x est égal à moins f rond s de x. Donc s rond f égale moins f rond s. Et du coup, quand on calcule phi de f, ben c'est 1 demi de s rond f plus f rond f, ça va bien faire 0. D'ailleurs, on n'avait pas tout à fait fini ici, mais ça marche. Bon, alors ensuite, donc on va prendre un vecteur propre de phi associé à la valeur propre lambda, donc donner une relation entre f de x et s de f de x pour x dans E1 et x dans E-1. Donc ça, comme f est un vecteur propre de phi associé à la valeur propre lambda, on a phi de f égale lambda f, et f non nul, c'est un vecteur propre. Et si je prends x dans E1, alors quand je calcule phi de f de x, ben, phi de f c'est lambda f, donc ça fera lambda f de x. Donc cette quantité-là est égale à lambda f de x, et la quantité de gauche, je vais la recalculer, en remarquant que ben, f de s de x, comme x est dans E1, ça fait f de x. Et finalement, quand je passe tout le monde de l'autre côté, je vais isoler le s de f de x tout seul. J'obtiens s de f de x égale 2 lambda moins 1 f de x. De la même manière, si on prend x dans E-1, qu'est-ce qui va changer dans ce qu'on a écrit au-dessus? Pas grand-chose, si ce n'est que ce s de x ici sera égal à moins x. Et donc quand on va passer le f de x de l'autre côté, ça fera plus f de x. Donc on va obtenir s de f de x égale 2 lambda plus 1 f de x. Alors ensuite, on vous demande de construire un endomorphisme de non nul de E tel que f de 1 est inclus dans E-1 et f de moins 1 est inclus dans E1. Donc ici, le plus simple, c'est de dire qu'on peut construire un endomorphisme en donnant l'image d'une base et en disant que c'est linéaire. Donc pour ça, ben, on va prendre une base E1 EP de E1, qu'on va compléter avec une base EP plus 1 EN de E-1 en une base B de E. Donc on a le droit de faire ça, encore une fois, parce que E1 et E-1 sont supplémentaires. Comme S est distinct de identité et de moins identité, on a E1 et E-1 qui sont différents du singleton vecteur nul. Donc le P qui est là est compris entre 1 et n-1. Donc on est sûr que dans chacune des bases, il y a au moins un vecteur. Et du coup, on va définir f par les images des vecteurs de la base B. On veut que l'image de E1 soit incluse dans E-1, Donc on va donner l'image des éléments de E1
égale un élément de E-1, là j'ai pris EP plus 1, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi pourvu que ce soit dans E-1. Et pour l'image des vecteurs de la base, mais qui appartiennent à E-1, on veut que ce soit dans E1, donc on prend n'importe quel vecteur de E1. Pareil, j'ai pris E1, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle combinaison linéaire des vecteurs de la base de E1. Alors, est-ce qu'on a bien ce qu'on voulait ici? F est non nul parce que f de 1 est différent de 0, par exemple. Et est-ce qu'on a bien f de 1 est inclus dans E-1? F de 1, ça va être l'espace vectoriel engendré par la famille f de 1, f de 2, f de EP. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par EP plus 1, qui est bien inclus dans E-1. Et pareil pour f de E-1, ça va être l'espace vectoriel engendré par f de EP plus 1 jusqu'à f de En. Donc ça va être vec de E1, c'est bien inclus dans E1. Donc vous voyez ici, on a construit à la main notre endomorphisme en le définissant sur une base. Il y a le pendant matriciel de cette définition ici qu'on a prise. Donc on va prendre deux matrices A dans M, N-P, P de R et B dans M, P, N-P de R. On va supposer qu'elles ne sont pas toutes les deux nulles. Et on va considérer F l'endomorphisme de E dans la matrice dans la base B, donc on a choisi au-dessus là, et cette matrice-là. Donc vous remarquerez que la première colonne, ici, correspond aux images par F des éléments de E1, EP. Et comme on a écrit la matrice, on voit que ces images ne vont pas dépendre des vecteurs E1 jusqu'à EP, mais uniquement des vecteurs EP plus 1 jusqu'à En. Donc ça me dit bien ici que les images de E1, EP sont dans E-1, et donc j'ai bien f de 1 inclus dans E-1. Pareil pour la deuxième colonne, qui correspond aux images de E-1 des vecteurs de la base de E-1 par f. Ils s'écrivent, ici il y a des zéros, donc ils vont s'écrire uniquement comme combinaison linéaire des vecteurs E1 jusqu'à EP. Donc ils vont tous appartenir à E1, et donc on va obtenir que f de -1 est inclus dans E1. Et f est non nul parce qu'on a choisi des matrices non toutes les deux nulles, donc cette matrice étant non nulle, l'endomorphisme associé n'est pas nul. Donc vous voyez, là on a obtenu une version matricielle, une version vectorielle, qui sont à la fois différentes et très proches. Montrer que les valeurs propres de phi sont 0, 1 et -1. Donc déjà une première méthode donc purement vectorielle. La question précédente, on a trouvé un endomorphisme f non nul tel que phi de E1 est inclus dans E-1, phi de E-1 est inclus dans E1. Et d'après ce qu'on a écrit dans la question 3, c'est équivalent à dire que phi de f égale 0. Donc f est un vecteur propre de phi associé à la valeur propre 0. Donc là, on utilise la question 5 puis la question 3. Donc du coup, comment on a trouvé un vecteur propre 0 est bien valeur propre de phi. Ensuite, si on calcule phi de identité plus s, on obtient identité plus s, où identité plus s est non nulle, parce que s, on a dit que c'était pas une... a été distincte de moins identité. Donc du coup, on a démontré ici que l'identité plus s c'est un vecteur propre de phi associé à la valeur propre 1. Donc 1 est valeur propre de phi. Pareil pour phi de identité moins s, on calcule, ça fait moins identité plus s. Identité moins s est différent de 0 parce que s est différent de l'identité. Donc moins 1 valeur propre de phi. Donc ce qu'on a prouvé ici, c'est que 0, 1 et moins 1 sont valeurs propres de phi. Et on va maintenant prouver qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on va prendre lambda une valeur propre quelconque de phi et f un vecteur propre associé. Donc f est différent de 0. Donc comme il est non nul, il y a un vecteur de 1 tel que f de x est différent de 0, ou un vecteur de -1 tel que f de x est différent de 0. Alors pareil, si cette écriture ne vous convainc pas, vous pouvez reprendre la base qu'on avait écrite ici. Et comme f est non nul, il y a au moins un des vecteurs de la base qui ne s'en va pas sur 0. Et ce vecteur-là, soit il sera dans E1, soit il sera dans E-1. Donc ça revient au même, vous voyez votre x il sera particularisé en disant que ce serait un vecteur de la base. Donc si ce x-là est dans E1, alors d'après la question 4, donc vérifier f de x est différent de 0, d'après la question 4, on a s de f de x égale 2 lambda moins 1 f de x. Et donc f de x, qui est différent de 0, c'est un vecteur propre de s associé à la valeur propre de lambda moins 1. Mais s étant une symétrie, ses valeurs propres sont plus ou moins 1. Donc on a 2 lambda moins 1 qui vaut plus ou moins 1. Et donc en résolvant, on obtient que lambda appartient à 0,1. L'autre possibilité, c'était que ce vecteur x soit dans E-1.
Donc même chose, dans la question, toujours la question 4, on avait démontré que dans ce cas-là, S de f de x était 2 lambda plus 1. Moins f de x est toujours non nul. Donc on obtient que f de x est un vecteur propre de S associé à la valeur propre de lambda plus 1. Et donc 2 lambda plus 1 est valeur propre de S. Donc 2 lambda plus 1 égale plus ou moins 1. Donc lambda égale, pareil en résolvant, soit 0, soit moins 1. Et du coup, on a démontré que si on avait une valeur propre de phi, ben cette valeur propre, ça ne pouvait être que 0 ou 1, ou 0 ou moins 1. Et donc, ça appartenait à l'ensemble 0, 1, moins 1. Et finalement, par double inclusion, ici, on a prouvé la première inclusion, c'est-à-dire que, que 0, 1, moins 1 était inclus dans phi, dans le spectre de phi. Ici, on a prouvé ensuite que le spectre de phi était inclus dans 0, 1, moins 1, donc on a l'égalité. Alors la deuxième méthode, c'est une méthode qui va être matricielle. On va reprendre un petit peu le même jeu d'écriture que ce qu'on avait ici. Et déjà, notons bien que l'application psi qui a f dans L2 associe sa matrice dans la base B, donc la même base que dans la question 5, est un isomorphisme d'espace vectoriel. Du coup, en plus, on a vu que f appartient à ker phi, si et seulement si phi de f est égal à cette matrice-là. C'est écrit sous cette forme-là, ou n, etc. Donc en fait, ker phi, ça va être psi-1 de cet ensemble de matrices, où n appartient à tel ensemble et l'autre tel ensemble. Et donc, comme psi est un isomorphisme, eh ben, on obtient que la dimension de ker phi est égale à la dimension de mn-p p de r plus la dimension de mp n-p de r. Donc toutes les dimensions de ces espaces de matrice. Donc on obtient que cette dimension-là, ça fait 2p fois n-p. À présent, si je prends un f tel que sa matrice dans f s'écrit sous cette forme-là, avec a dans mp de r. Donc vous voyez, cette fois-ci, je mets un coefficient là. Que vaut la matrice dans B de phi de f? Ben, c'est la matrice dans B de S rond F plus F rond S. Et par propriété de l'écriture matricielle, ça va être le produit de la matrice de S fois la matrice de F, plus la matrice de F fois la matrice de S. La matrice de S, ça va être identité moins identité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la base B qu'on a choisie, c'est une base de E1 d'abord, puis de E-1 de S. Donc dans cette base-là, la matrice de S est diagonale, avec sur la diagonale les valeurs propres correspondantes, donc d'abord D1 puis D-1. Et donc quand on fait notre produit matriciel par bloc ici, on obtient 2A, et avec le 1,5 qui est devant, on obtient A0, 0, 0, donc on obtient la matrice de F. Donc on obtient que la matrice dans B de phi de F est égale à la matrice dans B de F, et donc que phi de F égale F, parce que c'est un isomorphisme, je vous rappelle l'écriture matricielle, psi est un isomorphisme. Donc si on a égalité au niveau des écritures matricielles, on a égalité au niveau des endomorphismes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a obtenu? 1 est valeur propre de phi. Et cet ensemble-là, psi-1 de A0, 0, 0, où A appartient à MPP de R, c'est inclus dans E1 de phi. Et donc la dimension de E1 de phi est supérieure ou égale à P carré. On n'a pas mieux qu'une inclusion ici, parce qu'on a pris une matrice écrite comme ça, on a démontré qu'elle était dans E1. Enfin, on a démontré que l'endomorphisme correspondant était dans E1. On n'a pas démontré l'autre inclusion. Pareil, si on prend cette fois-ci 0, 0, 0b, si vous refaites les calculs, vous allez voir que cet ensemble-là va être inclus dans E-1 de phi. Donc la dimension de E-1 de phi va être supérieure à n-p au carré, parce que la matrice B, c'est une matrice de taille n-p, n-p. Donc du coup, on a que la dimension de E0 de phi, plus la dimension de E1 de phi, plus la dimension de E-1 de phi va être plus grande que P carré, plus n-p au carré, plus 2P n-p, c'est-à-dire elle est plus grande que n carré, si on fait le calcul. Et comme phi est un endomorphisme de L2, on sait que la somme des dimensions des espaces propres est inférieure à n carré. Donc du coup, la somme des dimensions des espaces propres est égale à n carré. Chaque fois qu'on avait une inégalité, en fait, on a une égalité. Et donc la dimension de E1 de phi, c'est P carré. La dimension de E-1 de phi, c'est n-p carré. La dimension de E0 de phi, on l'avait exactement égale à 2P n-p. Donc le spectre de phi est égal à 1, 0, moins 1 parce qu'il n'y a pas d'autre valeur propre, parce qu'on a la somme des dimensions des trois espaces propres, ça fait déjà n carré qui est la dimension maximale. Et comme la somme des dimensions des espaces propres est égale à n carré, on obtient que phi est diagonalisable. Donc vous remarquez que cette deuxième méthode matricielle est, je trouve plus agréable parce qu'elle permet de manipuler les choses de manière assez directe. Vous voyez, on met juste des zéros,
Vous remarquez d'ailleurs que les matrices, la matrice non nulle, on peut l'écrire là, là, là ou là. On obtient des résultats différents suivant ce qu'on fait. Et on obtient un résultat beaucoup plus fort parce qu'on obtient en même temps la dimension des espaces propres. Éventuellement, on pourrait même donner une base de chacun des sous-espaces propres. Et on obtient aussi que phi est diagonalisable. Bon, à présent, quand on regarde l'exercice comme il est écrit, je pense que la version qui est attendue, c'est plutôt une version vectorielle, parce que les questions 3, 4 et 5 sont vraiment ici pour préparer la question 6 avec une écriture vectorielle.